Chapitre 42. Sélène se battit pendant des heures. Elle donna tout ce qu'elle avait, désintégrant toutes les pierres les plus grosses qui la ciblaient. Toutes celles qui étaient trop petites rebondissaient sur son bouclier. Certaines explosaient même à son contact. Le paysage autour d'elle se remplit rapidement de gravats, tant et si bien qu'au bout d'un moment, Sélène n'y vit plus rien. De fait, son dôme protecteur se retrouva presque enseveli. Elle balaya donc son horizon d'une rafale d'énergie pure qui lui dégagea sa vue. À ses pieds, le technome gisait, toujours dans les vapes. Sélène estima que ce n'était peut-être pas plus mal. En berserker, il l'aurait sans doute aidé un peu avant de finir broyé. Koum aurait rapidement montré son inutilité face à des rochers. Malgré ses pouvoirs, Sélène fatiguait. Le technome et elle avaient fait une marche forcée ces derniers jours, et même sans ce combat, elle aurait eu besoin de sommeil. Les pierres continuèrent à attaquer Sélène, inlassablement. Au bout de 20 minutes supplémentaires à se défendre de la sorte, Sélène constata n'avoir plus face à elle que des pierres de la taille d'une main. Mais elles étaient trop nombreuses, beaucoup trop. De fait, Sélène ne pouvait le savoir, mais 200 000 d'entre elles attendaient dans la pénombre qu'une faille se révèle dans ces barrières magiques. Les pierres n'attaquaient plus qu'une par une, comme si elles jouaient la montre. Les humains ont besoin de dormir à un moment. Elle, non. Sélène pouvait les repousser comme cela pendant de longues heures encore, mais elle finirait par tomber de sommeil. « Ai-je déjà perdu ?» se demanda-t-elle. Elle refusa de céder au désespoir. Elle avait en elle de quoi tenir tête à cette armée de pierres. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Mais comment libérer cette puissance ? Elle ne maîtrisait pas suffisamment ses pouvoirs, bien qu'elle se fût régulièrement entraînée ces derniers temps, avec ses compagnons comme guides. La vie du technome dépendait d'elle. Elle continua à se battre, longtemps ainsi. 2 nouvelles heures s'écoulèrent. Mais les grossières attaques de Sélène se révélaient souvent trop imprécises pour des pierres de cette taille. Quand elle détruisait efficacement l'ennemi, ça se passait par hasard. Son assaillant déployait une stratégie d'usure. Quand le soir tomba, Sélène n'en put plus. Elle n'avait cessé de reculer. Avec la nuit qui approchait, elle n'y verrait plus rien. Déjà, sa vision ne portait plus qu'à quelques dizaines de pas. Ses forces diminuaient. Son bouclier s'était réduit de moitié, et cela n'avait pas pu échapper à ses harceleurs. Elle réfléchit aux options qui lui resteraient, si ses pouvoirs s'amenuisaient au point de s'éteindre, mais elle ne possédait rien d'autre sur elle que la canne à pêche aux propriétés fabuleuses. Elle se retrouva acculée au bord du précipice à côté d'un arbre solitaire. Sa protection clignota, puis faiblit jusqu'à disparaître. Ne sachant plus que faire, elle brandit la canne à pêche de Lupin afin de balayer la zone devant elle, mais son fil s'accrocha dans une branche. Évidemment, elle tira dessus de toutes ses forces. Au moment où elle parvint enfin à décrocher l'hameçon, elle fut bousculée par une pierre et lâcha prise. L'arme s'envola vers la faille. Sélène tenta de la rattraper. Trop tard. La canne de Lupin disparut tout au fond. La frêle adolescente se retrouva démunie. Tout alla trop vite. Plusieurs petites pierres la heurtèrent successivement, lui occasionnant des blessures qui lui arrachèrent des cris de douleur. Son agresseur testait sa résistance désormais nulle. Sélène se pelotonna sur elle-même en s'abritant la tête entre ses mains, alors que des pierres la prenaient à nouveau pour cible. Quelque chose d'étrange se produisit alors. Sa lapidation s'interrompit brusquement. Il y eut des mouvements indistincts dans l'obscurité. Le sol se mit à trembler sous ses pieds. Elle essaya de regarder entre ses mains sans rien voir. Elle avait déjà perçu ce genre de vibration par le passé, lorsqu'elle se trouvait dans la cité de la Pythie et que les armées de l'Élysée marchaient vers la ville. Une foule était en approche, courait même, et elle était nombreuse. Il lui sembla distinguer des lueurs comme des feux follets en grand nombre qui approchaient. La multitude innombrable portait bien son nom, l'archange du temps convenir. Les morts vivants déferlèrent de partout, se heurtant aux murs d'explosion dont ils étaient la cible. Le front s'élargit à mesure que les arrières contournaient ceux de devant, stoppés net. Il sembla à l'archange que les premières lignes de zombies s'étaient approchées d'une dizaine de pas des régiments du stratum ancien. Malgré le tir nourri qu'elle subissait, certains parvenaient tout de même à réchapper au rideau de feu. Il en eut une autre confirmation en entendant retentir de nouvelles détonations, d'abord sporadiques. Mousquets, fusils, phasers, puis, plus resserrés, sulfateuses, mitraillettes, ajoutèrent leur rythme saccadé à cet hymne de mort. La première vague, parvenue à s'infiltrer, fut balayée facilement. Puis un deuxième afflux passa et fut également repoussé. Un peu plus dense, elle venait aussi de plus d'endroits à la fois, obligeant les troupes à orienter leurs tirs avec davantage de précision. Pendant ce temps, les canons continuaient d'arroser la plaine métamorphosée en un nuage de poussière et de fumée, flottant au-dessus d'une succession de cratères et de collines.
Le bombardement avait changé totalement la topographie. Et pourtant, ça ne suffisait pas. La multitude s'approchait inexorablement et surtout, elle était en passe d'achever l'encerclement du régiment du Stratomancien. Pour le moment, elle n'attaquait pas encore de tous côtés. Probablement attendait-elle d'être plus nombreuse pour submerger d'un coup ses soldats, évalua-t-il. La troisième vague a passé les tirs d'artillerie, termina déchiquetée et réduite en membres découpés par la mise en marche d'un orgue à laser qui redonna confiance à l'archange. L'instant d'après, il se souvint de la faible durée d'utilisation de ses armements. Le régiment du Stratomancien tint bon face à ces vagues d'assaut répétées. Au bout d'un moment, la sphère d'influence sur laquelle s'étendaient ses pouvoirs se retrouva encerclée par la multitude innombrable. Les soldats ne cessèrent de canarder les morts-vivants qui s'entassaient et diminuaient leur portée à chaque empilement de corps. Les troupes d'élite du Stratomancien reculèrent de plus en plus, submergées par le nombre. Puis les premiers morts-vivants parvinrent pour la première fois à entrer dans la zone de rationalité du Stratomancien. Ils s'effondrèrent aussitôt comme l'archange s'y attendait. De fait, plus aucune magie ne remplaçait leurs tendons, plus aucun neurone n'actionnait leur corps, plus aucun muscle nécrotique ne fonctionnait. La multitude procéda encore à quelques essais depuis différentes positions de son encerclement, puis elle ne tenta plus de pénétrer si près. Gunshi comprit qu'il n'y parviendrait jamais. Il changea de stratégie. La force des morts-vivants leur permit de faire pleuvoir des torrents d'objets dans la zone où le régiment du Stratomancien arrosait le champ de bataille de son déluge de feu. Il y eut d'abord quelques pierres lancées par les morts-vivants, puis des armes de jet arrivèrent intactes de l'autre côté du mur d'explosion qui continuait de décimer la multitude. Et enfin, ce furent des membres, des bouts de cadavres, des têtes, qui churent en nombre sur les soldats du Stratomancien. Quand ils n'en trouvaient pas au sol, les morts-vivants se les arrachaient entre eux pour s'en servir de projectiles. Les tirs s'intensifièrent à mesure que la multitude s'accumulait, fort, précis. Les premiers gardes de la troupe d'élite du Stratomancien tombèrent. Certains paniquèrent sous l'horrible pluie de membres et abandonnèrent leur position. Les morts, dans le régiment retranché, augmentèrent de façon exponentielle. À mesure que les soldats du Stratomancien s'écroulaient ou reculaient, le bombardement de l'artillerie diminuait et Gunshi s'approchait, toujours plus nombreux. La forteresse mobile du Stratomancien ne serait bientôt plus protégée. Il ne resterait plus à l'ennemi qu'à se frayer une entrée à l'intérieur. L'archange évalua que le Stratomancien serait submergé tôt ou tard. Il avait prévu cette possibilité. Ce serait dommage de perdre toutes les machines de ce régiment, se dit l'archange. Il vola à tire-d'aile vers le Stratomancien, en jetant un regard courroucé au magistère, mais en espérant aussi qu'il n'interviendrait pas pour l'empêcher de porter secours au dernier régiment de son armée. L'archidémon négligeait la bataille qui se déroulait sous ses pieds et restait plongé dans ce damné recueil dont l'archange craignait toujours plus de découvrir l'utilité. Captivé, le magistère s'apprêtait à aborder les 3 derniers chapitres. Genre, t'es encore surpris. Pardon, chapitre 42, première. Vraiment? Maintenant, tu peux raconter les conneries. Parce qu'avant, je pouvais pas, quoi. Bah oui, donc tu me diras, je vais te dire Ah que... non, parce que moi, en fait, ça me casse les couilles, parce que quand je déroche, et qu'il y a 1 minute de gens qui racontent de la merde, et que je sais toujours pas pendant cette minute c'est quoi comme chapitre, c'est un peu chiant. Ah oui, est-ce que là, la merde que t'es en train de raconter, là, Ouais. eh ben au moins tu sauras que c'est dans le chapitre 42. Bah oui, Et donc t'es pas obligé de te la taper. exactement. Habile. Très bien. Habile, ouais. Pour toute réclamation, veuillez contacter le service d'après-vente.